Bienvenue à tous et merci de votre présence pour ce webinaire consacré à la découverte des coulisses de e-Bike Labs. Donc à l'origine, nous avions planifié un événement festif dans une salle de conférence et il nous a fallu nous adapter pour ne pas renoncer à vous rencontrer, et ceci d'une manière différente, mais toutefois, on l'espère, conviviale. C'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter toute l'équipe. Alors, nous avons l'équipe technique qui est au cœur de l'innovation, ainsi que l'équipe administrative qui est en fonction support du développement de e-Bike Labs. Au menu de ce soir, le webinaire sera composé de 2 parties. Dans un premier temps, vous pourrez découvrir les secrets de notre réussite chez e-Bike Labs et les atouts invisibles de notre société. Et dans un second temps, vous pourrez approfondir votre connaissance de notre technologie et de notre marché en échangeant avec les collaborateurs e-Bike Labs. Et donc, justement, pour favoriser cet échange, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et nous les transmettre tout au long de la présentation. Alors, comme c'est très très simple, il vous suffit de cliquer sur Discussion publique en haut à gauche et de saisir votre question. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les coulisses d'e-Bike Labs? Donc, Paola, c'est à toi. Merci beaucoup, Valérie. Donc, moi, je suis Paola, j'ai rejoint e-Bike Labs il y a juste un mois. Et j'ai rejoint l'équipe en particulier parce que l'année dernière, j'étais là pour la fête des 4 ans. Et au-delà de l'authenticité, j'ai toujours du mal avec ce mot, de cet événement, ce qui m'a marqué vraiment, c'est l'histoire de la création de l'entreprise. Et parce qu'elle illustre en particulier l'engagement et la passion du vélo électrique qu'on a chez e-Bike Labs. Maëlle, est-ce que tu peux nous raconter? Merci Paola. Donc oui, l'histoire elle est de toute façon assez simple, puisque ça a démarré simplement pendant mon doctorat. Je me suis construit en vélo électrique et là je me suis tout de suite dit que c'était en fait un mode de transport qui pouvait simplement améliorer notre vie à tous, transformer les villes, résoudre ces problèmes de pollution, d'embouteillage, etc. Et donc c'est un sujet qui m'a passionné. J'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi. Et donc, il y a une trentaine de personnes qui m'ont demandé de leur construire un vélo électrique. Et je me suis notamment spécialisé sur des vélos électriques qui permettent de faire des gros dénivelés. Et donc, pour tester ces vélos, ce que je faisais de temps en temps, c'est que j'allais skier en vélo. Et c'est notamment à ce moment-là, sur un parking de ski de randonnée, que j'ai rencontré Raphaël Marguet, donc un des cofondateurs d'e-Bike Labs, qui était du coup, à ce moment-là, sur ce parking, et qui, du coup, s'est dit, tiens, si on peut venir ici en vélo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose avec le vélo électrique. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a rejoint dans l'aventure e-Bike Labs. Puis, comme on fait des gros trajets avec des gros dénivelés, on a aussi eu besoin de se développer un calculateur d'itinéraire dédié au vélo électrique pour justement savoir comment gérer sa batterie sur un trajet. Et c'est comme ça qu'on a rencontré un autre cofondateur d'e-Bike Labs, Pierre-Louis Jourdan, avec qui on a travaillé sur ce calculateur d'itinéraire. Et puis pour finir, pour que l'équipe soit au complet pour créer cette société, on s'est aussi rapproché d'un autre étudiant qui avait cette fois une expérience un peu plus longue, qui est Cyril Romera. Et donc, à nous 4, on avait l'équipe complète des cofondateurs d'e-Bike Labs. Tout à fait. Donc, c'était même le noyau, on va dire, de l'entreprise. On peut avancer la slide. Ce noyau qui s'est constitué, on l'a compris, donc au centre, il y a la passion du vélo, d'une part, et aussi de l'entrepreneuriat. Maintenant, vous avez fait du chemin, e-Bike Labs a fait du chemin, et 5 ans plus tard, alors où est-ce qu'on en est avec cette passion? Eh bien, 5 ans plus tard, cette passion, elle est, je dirais, renforcée. Donc, dans mon cas, pour des raisons assez simples, en fait, parce que tous les jours, j'expérimente à la fois la technologie e-Bike Labs et le vélo électrique, notamment avec mon vélo cargo, où j'ai beaucoup de plaisir avec mon fils à me déplacer chaque jour dans des super paysages. Et donc, chaque jour, je me dis vraiment, on a une super solution. Le vélo électrique, c'est quelque chose d'incroyable et ça amène un mode de vie super agréable au quotidien. Et ça, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre. Et autre élément notoire en termes d'impact sur ma vie personnelle, c'est que simplement, ça m'a permis d'habiter en montagne dans un petit village et qu'en fait, ce cadre de vie, je peux l'avoir sans avoir besoin d'avoir une voiture pour me déplacer chaque jour au travail, puisque je peux quand même venir en vélo électrique. Ce cadre de vie exceptionnel, ça m'apporte à la fois on va dire une forme de sérénité et aussi d'une lucidité qui est, je pense, très importante dans le cadre de mon travail. Dans le cadre de ton travail, et puis en général, parce qu'on vit en ce moment dans un monde qui est fortement secoué par la crise sanitaire, et c'est vrai qu'un peu de lucidité et de sérénité, c'est bienvenu.
En plus, le marché qui nous concerne, celui du vélo électrique, est en plein boom. Tu as quelle vision, toi, de cette croissance très forte? C'est vrai que depuis le début, chez e-Bike Labs, on a cette vision-là que le vélo électrique va devenir adopté dire massivement. On n'a évidemment pas prédit la crise actuelle, et c'est quelque chose d'assez bouleversant et qui met en stress nos sociétés. Mais en fait, de ce stress-là, parce que le vélo électrique, sous les contraintes de transition énergétique et sous les contraintes de contamination actuelles par le Covid, c'est la meilleure solution pour se déplacer, si bien qu'aujourd'hui, c'est 17% des Européens qui souhaitent adopter ce mode de transport. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande dépasse largement l'offre aujourd'hui. Et donc, nous, chez e-Bike Lab, ce qui est intéressant, c'est que depuis 5 ans, on a travaillé à créer des atouts pour aider nos clients, donc les opérateurs ou les constructeurs de vélos, à répondre à cette demande. Oui, je crois que ces atouts, en tout cas aujourd'hui, ils sont au nombre de 3 en particulier, les atouts majeurs. Est-ce que tu peux nous les détailler, Maël, s'il te plaît? Alors, les 3 atouts principaux d'e-Bike Labs aujourd'hui, le premier, et ce qui nous tient à cœur depuis le début de la société, c'est la construction d'une équipe qui à la fois est ultra experte dans notre domaine et qui à la fois est très engagée et a une vraie passion chaque jour au travail. C'est aussi notre produit, et notamment son intelligence artificielle qui est capable de détecter les vols et d'immobiliser le vélo, capable de détecter les pannes, d'en faciliter la maintenance, et capable de remplacer un élément électronique par du logiciel. Donc tout ça, on vous le montrera tout à l'heure. Et le troisième avantage, c'est notre notoriété, parce que avec nos différents projets clients et nos différentes actions depuis 5 ans, on est aujourd'hui bien connus dans la filière. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 atouts clés dans les mains de la société aujourd'hui. Et donc, le premier atout majeur, bien sûr, c'est notre équipe. Et c'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Donc, on va inviter les membres de la team e-Bike Labs à bien vouloir ouvrir vos caméras pour que vous puissiez apparaître à l'écran et qu'on voit vos visages. Voilà, on vous voit. Bonjour à tous. Je précise, salut, je précise qu'ils étaient là, ils nous écoutaient, ils ne débarquent pas après la pause. Super, on est vraiment content de vous voir. Je suppose que Valérie a accueilli comme il faut tout le monde, tous les auditeurs en particulier. On est content de vous avoir, vous les auditeurs. On est content d'avoir l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, malgré les conditions un peu particulières auxquelles on a dû s'adapter. Donc, merci à tous d'être là. On va tous se présenter les uns les autres ce soir. Pour que vous puissiez suivre, on a mis au point une espèce de fil rouge. On va vous raconter, on va se présenter en fait avec un exemple concret qui est celui de notre dernière innovation. Et cette innovation, c'est la suppression du capteur de couple. Alors déjà, Maël, qu'est-ce que c'est un capteur de couple? Explique-nous un peu. Alors bon, déjà, physiquement, un capteur de couple, donc ça ressemble à ça. C'est cette petite pièce qui va dans le pédalier et qui sert à mesurer la pression du cycliste lorsqu'il pédale. Et c'est une pièce qui est présente sur les vélos haut de gamme, donc à plus de 2 000 €. Donc en fait, pourquoi mesurer la pression du cycliste? Ça permet d'adapter la puissance du moteur à ce que fait le cycliste. Et c'est ce qui donne cette sensation un peu de Superman quand on utilise un bon vélo électrique, et qui est aussi très efficace en termes d'utilisation de la batterie. Et donc pourquoi est-ce qu'on va vous parler de l'équipe à travers le remplacement des capteurs de couple par le logiciel? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui a impacté toutes les personnes dans la société, puisque ça a impacté la tech, comment on est passé du problème à une fonctionnalité. Ça a impacté la partie communication et vente, et ça a impacté aussi la structuration de la société. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer par donner la main à Pierre-Louis, qui va nous expliquer comment on est passé d'un problème, pourquoi on s'est intéressé à ce problème dans un premier temps. Donc, bonsoir, je suis Pierre-Louis, je suis cofondateur d'e-Bike Labs et du fait également de ma double compétence technique et business, je suis devenu assez naturellement responsable produit et marketing. Grâce à nos premières expériences clients et notre notoriété sur le marché, nous parlons tous les jours aux acteurs de la mobilité et nous avons beaucoup entendu parler de ce fameux capteur de couple pour une raison simple. C'est que ce composant aujourd'hui, en fait, lors du design d'un vélo électrique, il est considéré comme indispensable pour pouvoir fournir donc une assistance de qualité et également, comme l'a dit Maël, limiter la consommation de la batterie. Mais ce capteur, il a 2 gros problèmes qui sont liés. C'est que déjà, il est onéreux et il est également peu fiable. Donc, pouvoir trouver une solution qui permette à la fois de se passer des inconvénients de ce capteur physique
tout en conservant ses avantages, représenterait vraiment quelque chose d'optimal pour nos clients et pour les acteurs de la mobilité. Et donc là, c'est clairement un besoin qui est identifié en fait, au niveau du marché. Et donc, une fois cela fait, j'en parle avec l'équipe d'innovation et notamment avec Raphaël pour pouvoir commencer à creuser le sujet. Bonjour, moi c'est Raphaël. Donc, je suis docteur et ingénieur dans le domaine des réseaux électriques. Et donc voilà, je suis l'aventure d'e-Bike Labs depuis le tout début. Alors, lorsqu'on identifie le problème du capteur de couple cher et peu fiable, mon rôle, ça va être d'évaluer si des solutions existent chez les concurrents, dans l'état de l'art, et de voir si ces solutions peuvent être mises en œuvre facilement. Ou au contraire, si c'est un sujet à creuser avec l'équipe, ou donc en d'autres termes, si c'est une piste d'innovation possible, en adéquation avec notre stratégie d'innovation, remplacer, le software remplace le hardware. Et si c'est le cas, l'équipe travaille sur le sujet, à commencer par Sébastien qui va vous expliquer ça juste après. Et pour ma part, je reste très attentif à la potentielle brevetabilité de l'innovation sur laquelle on travaille. Salut et bienvenue dans notre atelier. Moi, c'est Seb, je suis docteur en mécanique des fluides. J'ai intégré e-Bike Labs car j'ai toujours été un mordu de vélo. Je connaissais bien Maël et Raphaël et leur projet m'intéressait. Dans un cas comme la suppression du capteur de couple, j'élabore les premiers modèles physiques sans contrainte de temps. En pratique, je commence par tester la solution existante. Je monte faire un tour en Chartreuse avec un vélo équipé d'un capteur de couple et d'un enregistreur des données du capteur et de l'ensemble des signaux électriques du vélo. De retour au bureau, j'analyse ces données et je les mets en lien avec les modèles mathématiques qui vont nous permettre de lire le couple dans les signaux électriques sur le capteur. Ensuite, Léonard prend la relève pour adapter le modèle pour qu'il puisse être déployé sur notre contrôleur lors d'une analyse en temps réel. Oui, bonsoir. Moi, c'est Léonard. Je suis ingénieur, docteur et responsable innovation chez e-Bike Labs. Alors, avant de venir ici, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la recherche, d'abord en robotique, puis dans les nanotechnologies. Et mon expertise à moi, eh c'est vraiment le développement d'algorithmes s'appuyant sur des principes mathématiques et des modèles physiques. Alors, pour ce qui est du cas de la suppression du capteur de couple, eh bien, le challenge, c'est vraiment ici d'avoir des méthodes temps réel, c'est-à-dire capables de réagir instantanément pour fournir à tout moment la meilleure assistance aux cyclistes. Dans cet exemple, eh bien, mon travail consiste en quoi? Il consiste à transformer les idées et les modèles mathématiques que Sébastien m'aura fournis, eh bien, les transformer en algorithmes immédiatement exploitables sur notre contrôleur. Une fois que ces algorithmes sont validés et inscrits dans notre roadmap produit, eh bien, on va les intégrer dans le firmware et ce sera le travail de Julien. Bonsoir, moi c'est Julien, je suis ingénieur système embarqué chez e-Bike Labs bientôt depuis 5 ans. Je suis en charge du développement du code du contrôleur, ce qu'on appelle le firmware. Cela comporte le logiciel embarqué, le développement du logiciel embarqué, la mise en place des tests et le respect des normes du vélo électrique. Concrètement, sur le cas du capteur de couple virtuel, mon travail consiste à tester le bon fonctionnement de l'algorithme qui a été mis en place par l'équipe innovation sur ordinateur à l'intérieur de notre contrôleur. Je travaille aussi conjointement avec l'équipe hardware. Donc, l'équipe hardware, c'est l'équipe qui est en charge du développement des cartes électroniques. Donc, vous pouvez voir sur le diapo l'évolution de notre produit au fur et à mesure des années. Mais je vais laisser la main à Arnaud Drouer, qui est responsable de cette partie, pour mieux en parler que moi. Alors, bonsoir, moi c'est Arnaud Drouer, je suis expert en électronique. Mon rôle, c'est de designer les cartes électroniques de nos contrôleurs. Le contrôleur, c'est en quelque sorte le cerveau du vélo, d'un vélo électrique. Moi, je design les petites cartes qui ressemblent à ça. Je travaille principalement avec Colin, notre directeur technique. Certaines fonctionnalités innovantes peuvent être complexes à mettre en œuvre sur les cartes électroniques. Et pour ce qui est de l'exemple du capteur de couple, c'est tout le contraire, puisque la suppression du capteur de couple permet également de simplifier le design de la carte. Bien entendu, notre électronique est connectée par les derniers protocoles de communication
Et c'est le deuxième Arnaud qui est en charge de développer les applications qui communiquent avec notre contrôleur. Bonjour, Arnaud Roland. Je suis ingénieur en développement d'applications mobiles. Alors moi, ça fait maintenant quasiment 4 ans que j'ai rejoint eBike Labs. Donc en effet, je suis en charge de développer les applications sur smartphone et tablette et principalement un ensemble de fonctionnalités que l'on va distribuer à nos clients, donc en l'occurrence les opérateurs de mobilité, pour qu'ils les intègrent directement dans leurs applications afin d'améliorer, de faciliter la communication avec notre contrôleur, et ça de façon sécurisée. Si on reprend l'exemple du capteur de couple virtuel, tout simplement, il s'agit d'une brique logicielle que l'on distribue à nos clients, qu'ils implémentent directement dans leurs applications et qui va leur permettre d'affiner les différents réglages de ce capteur virtuel selon les différents profils d'utilisateurs qu'ils vont avoir et différents profils de vélo. Alors, je travaille aussi à la réalisation et à la conception de design visuel sur des applications web et mobiles. Et sur ce point-là, du coup, je travaille beaucoup avec Arnaud Groby, le troisième. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je suis le troisième Arnaud de la boîte. Alors, j'occupe le poste d'ingénieur en développement web depuis bientôt 1 an chez eBike Labs. Plus précisément, je suis en charge de développer des applications web qui vont permettre à la fois de gérer et communiquer à distance avec les vélos électriques connectés. Et également, on va exploiter les données qu'ils nous transmettent via les applications mobiles développées par mon collègue Arnaud Roland. On a la possibilité aussi d'exploiter ces données directement en ligne sur nos serveurs grâce à un petit dispositif qu'on appelle un IoT. En français, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'Internet des objets. Voilà, un dispositif qui est capable de communiquer via les réseaux de téléphonie mobile. Pour reprendre l'exemple du capteur de couple, ce qu'on fait avec le web, c'est qu'on va capturer les données de consommation au kilomètre de chaque vélo. Et ainsi, on va pouvoir analyser ces données et comparer avec des vélos qui ont un vrai capteur de couple et pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Voilà. Merci pour ces premiers éléments d'information. Donc, je pense que vous avez compris comment, déjà dans l'équipe, on passe d'un problème qu'on rencontre chez les clients à une fonctionnalité. Évidemment, dans un second temps, il va falloir passer de cette fonctionnalité à des déploiements concrets. Et donc ça, on a certains atouts chez eBike Labs parce qu'on a une notoriété, parce qu'on a accès à des clients, etc. Mais la première étape dans le fait de passer de la fonctionnalité à un déploiement, c'est simplement de le faire connaître. Et ça, c'est Paola qui s'en occupe. Tout à fait. Alors, j'espère que vous avez compris, ou en tout cas, on va finir de vous expliquer en quoi ce capteur de couple virtuel est une innovation qui est radicale, qui va vraiment changer le marché. Et bien sûr, moi, en tant que chargée de communication et de marketing, mon rôle, c'est tout simplement de la faire connaître, cette innovation, et puis surtout de l'expliquer correctement et de l'illustrer correctement pour que tout le monde en comprenne la valeur ajoutée. Donc, on l'a vu, le marché, enfin, on le sait plutôt, le marché du VAE, du vélo électrique, il est en pleine construction aussi. Et un des défis de la communication et du marketing, c'est de pouvoir identifier des acteurs qui se positionnent sur ce marché, mais qui ne sont pas encore connus comme tels. D'où l'importance, bien sûr, d'avoir des belles présentations et puis, bien sûr, des outils comme le site web et ce genre d'outils digitaux qui valorisent bien nos produits et qui expliquent leurs problématiques, enfin, plutôt les problématiques auxquelles ils répondent. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien parce que toutes les semaines, on a des contacts grâce à ces différents canaux de gens qui nous contactent spontanément. Sur ces projets marketing et communication, évidemment, je travaille avec l'ensemble de l'équipe, mais aussi en particulier avec Pierre-Louis, que vous avez déjà rencontré tout à l'heure, et aussi avec Laura, à qui je passe symboliquement le micro. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Sobra, je suis directrice commerciale chez eBike Labs. J'ai un diplôme d'ingénieur en physique électronique et un master spécialisé en commerce. J'ai travaillé 6 ans en tant qu'ingénieur et en tant que business développeur sur des problématiques en lien avec la mobilité électrique et l'hydrogène. Ces sujets me passionnent et ma double compétence me permet de comprendre les problématiques à la fois techniques et business de nos clients. En ce moment, chez eBike Labs, mon travail est passionnant et intense. Nous avons beaucoup de contacts et de projets
Nous avons une proposition de valeur vraiment attrayante et innovante sur le marché et le marché est en plein boom. Pour ce qui est de signer un contrat avec les clients, valider un contrat, il faut d'abord veiller à sa cohérence technique et dans ce cas-là, je travaille en étroite collaboration avec Colin qui travaille avec l'équipe technique. Bonsoir à tous, je m'appelle Colin, je suis directeur technique chez eBikeLabs. Ça fait 11 ans que je travaille dans le développement logiciel, c'est la deuxième fois que je suis directeur technique dans une startup. Chez eBikeLabs, je m'occupe de mettre en place les processus internes pour que toutes ces étapes dont l'équipe a parlé, de recherche, d'analyse, de développement et de validation, soient les plus fluides et les plus méthodiques possibles. Pour un projet comme celui du capteur de couple virtuel, mon objectif principal, c'est bien sûr d'assurer que notre solution est aussi performante qu'un capteur de couple physique, mais c'est aussi de garantir qu'on reste conforme aux normes de sécurité européennes. De manière générale, ce qui intéresse nos clients chez nous, c'est d'avoir un partenaire qui soit en parfaite maîtrise à la fois de son hard et de son soft, qui soit dans une démarche d'amélioration continue pour pouvoir leur apporter toujours plus de fonctionnalités, et puis surtout qui puisse aussi faire des adaptations personnalisées à leur modèle de vélo et assurer un bon suivi et une bonne réactivité à leurs demandes. Et ce lien avec les clients, ça passe notamment par une personne de l'équipe qui est dédiée à l'industrialisation et au projet de livraison de nos contrôleurs. Rémi, je passe la parole. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Rémi Bouju, je suis ingénieur en génie industriel. Et moi, après 8 ans dans le secteur de la sous-traitance industrielle, j'ai rejoint eBikeLabs avec l'intention de participer activement à ce grand développement du vélo électrique. Donc pour ma part, j'interviens dès le début de la conception du contrôleur avec Arnaud. Mon objectif, c'est d'anticiper tout ce qu'on peut pour l'industrialisation du produit et en parallèle de mettre en place un réseau de partenaires et de sous-traitance pour organiser la fabrication en série. Donc pour reprendre l'exemple du capteur de couple, j'ai essayé de vous montrer un contrôleur à la caméra. Donc on voit, c'est une carte électronique et un faisceau de filerie qui est en lien avec les différents périphériques du vélo. Et donc, pour moi, supprimer un capteur, ça veut dire simplifier ce faisceau de filerie, ce qui va fiabiliser le process de fabrication et réduire légèrement les coûts aussi. Bien. Merci pour tous ces éléments d'information. Donc là, on est passé du problème à la fonctionnalité jusqu'à les déploiements chez les clients. Et en fait, jusqu'à présent, on a déployé nos logiciels sur un peu plus de 500 vélos. Et aujourd'hui, les projets sur lesquels on travaille, on est sur des projets entre 10 000 et 100 000 vélos. Donc évidemment, en termes de structuration de l'entreprise, ça a des impacts importants. Et donc chez eBikeLabs, on a la chance depuis le début de travailler très sérieusement sur ces aspects, notamment avec Cyril. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Emmera, cofondateur et directeur financier d'eBikeLabs. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai été longtemps le membre le plus jeune de la société. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant. Voilà, j'ai rejoint la société dans les mois qui ont suivi sa création. Voilà, j'ai été séduit tout d'abord par Maël, son enthousiasme, ses valeurs, et puis surtout par le projet. Et j'apporte à eBikeLabs près de 20 ans d'expérience en finance dans les grands groupes comme STMicroelectronics ou bien Alibert. On parlait du capteur de couple, et cette innovation de suppression du capteur de couple nous a amené à faire un pivot majeur dans nos stratégies, à nous focaliser sur la vente de logiciels pour nos futurs déploiements à grande échelle. C'est sur cette base que notre business plan est élaboré avec des perspectives de rentabilité vraiment significatives pour l'avenir. Je travaille au quotidien à la bonne gestion des ressources financières et humaines nécessaires au développement de l'entreprise avec l'aide de Valérie, qui est notre championne et notre couteau suisse chez eBikeLabs. Oui, merci Cyril. Donc, je suis Valérie, alias couteau suisse multifonction. Après 20 ans d'expérience, parce que j'ai 25 ans et 20 ans d'expérience, je préfère le préciser. Donc, dans le commerce, l'administratif et l'événementiel. J'ai rejoint l'équipe eBikeLabs en 2018, donc ça fait déjà 2 ans, en tant que chargée administrative et commerciale. Aujourd'hui, j'occupe un poste transversal administratif qui me permet de travailler vraiment avec le monde. Et ça, c'est une chance parce que quand on est comme moi, on n'a pas du tout de profil technique, de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent, qui sont en contact direct avec le produit, c'est intéressant de pouvoir participer
au développement. Et dernièrement, j'ai pu participer à un test à l'aveugle qui permettait de comparer un vélo qui était équipé d'un capteur de couple avec un vélo qui était équipé de notre innovation. Et du coup, mes retours de non-techniciennes ont permis d'apporter voilà, des éléments pour améliorer notre approche. Et donc, on a été plusieurs à participer à ce test, dont JR qui l'a fait dernièrement aussi. Bonjour, moi c'est JR. Il y a un peu plus d'un an, le comité stratégique de e-Bike Labs m'a appelé en renfort du fait de mon expérience d'entrepreneur récidiviste et aussi du fait que j'ai amené un business logiciel de 0 à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et la qualité de l'équipe, le projet innovant, ma passion de la nature et surtout mon désir de la protéger ont fait que j'ai dit oui tout de suite. Et je n'ai pas regretté. En fait, très rapidement, je me suis aperçu que, comme Paola le disait, on recevait des appels et des prospects entrants sans qu'on ait à lever le petit doigt, en fait, du fait de notre réputation. Et ça, c'est extrêmement rassurant, évidemment, pour la suite. Voilà, donc depuis que je suis à bord, je m'occupe de piloter l'équipe avec des étapes claires vers une croissance profitable. Et je fais ça, bien sûr, en étroite collaboration avec Maël, qui porte la vision et la stratégie de l'entreprise. Exactement, donc vous avez compris qu'on a une équipe qui est très complète et très coordonnée. Donc moi, j'ai pas grand-chose à faire dans tout ça. Donc plus sérieusement, c'est vrai que on vit dans un monde complexe. Évidemment, e-Bike Labs, même avec 17 employés, ça reste quelque chose de minuscule. Et donc, comprendre l'environnement dans lequel on est et pour choisir comment prioriser nos efforts, c'est quelque chose aussi de clé pour la réussite de la société. Et voilà, donc moi, c'est ma responsabilité principale. Et je suis très heureux de faire ce travail. Bon, merci Maël. Donc, on a bien parlé de l'équipe. J'espère que voilà, vous avez une idée plus précise aussi de la façon dont on fonctionne. On a vu tout à l'heure, on a l'équipe. Et puis aussi, on a notre produit. Donc concrètement, finalement, qu'est-ce qu'on leur propose à nos clients? Notre produit, c'est quoi, tout simplement? Alors, notre produit, donc, déjà juste pour poser le contexte, vous savez, sur un ordinateur, vous avez un logiciel. Sur un smartphone, vous avez un logiciel. Sur un vélo électrique, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a toujours un logiciel. Et donc, nous, notre vision chez e-Bike Labs, en termes de produit, c'est de devenir le logiciel standard des vélos électriques à usage intensif. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement nous qui portons cette vision, parce que par exemple, un acteur comme Toyota Tsusho ont cette vision pour notre logiciel. Donc ça, c'est quelque chose pour poser le contexte. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'on peut devenir le logiciel standard? C'est parce qu'on a développé 3 fonctionnalités clés. La première, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on en a parlé un peu avec tout le monde de l'équipe, c'est comment on va gérer de manière intelligente l'assistance, notamment sans capteur de couple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle e-bike profile. La deuxième, c'est un anti-vol pour sécuriser le vélo, parce que les vols de vélo, c'est un vrai fléau actuellement. Et la dernière, c'est tout ce qui est lié e-bike check, donc lié à la maintenance et surtout à la disponibilité du vélo, parce que quand on a un vélo en location ou un usage professionnel d'un vélo, il faut qu'il fonctionne. Et donc c'est pour ça qu'on a développé e-bike check. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite démonstration de comment fonctionne e-bike safe. Donc Paola va aller essayer de voler un vélo et on va voir ce que ça donne. Voilà, il manque plus que la voix de Paola éventuellement ou de Maël. Je vais commenter du coup. Parfait, je passe la main. Donc comment ça fonctionne un anti-vol? Quand Paola essaye de se déplacer avec le vélo, on va détecter un mouvement et en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est le moteur lui-même qui va immobiliser le vélo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système breveté, il fonctionne même sans batterie. Et l'intérêt, en fait, de cet antivol, c'est comme Paola ne peut pas casser un cadenas mécanique, si c'était un voleur avec un profil, je vole un vélo pour l'utiliser, ça ne va pas l'intéresser, parce que là, le vélo est bloqué et c'est beaucoup trop compliqué de le remettre en fonctionnement. Si c'était un voleur qui volait le vélo pour le revendre, essayer de vendre un vélo qui est bloqué, ça n'a aucune valeur, donc ce n'est pas intéressant non plus. Et dernier type de voleur, c'est si vous voulez le voler pour revendre les pièces détachées, la pièce qui a le plus de valeur qui est la batterie, on est capable de l'authentifier et de l'appairer avec notre contrôleur pour qu'elle fonctionne uniquement sur ce vélo-là. Donc là aussi, l'intérêt est très limité. Et donc c'est pour ça que e-bike safe, c'est vraiment la solution la plus avancée
aujourd'hui de protection contre le vol du marché, bien évidemment en parallèle des protections mécaniques. Donc dernière feature qui est la feature eBay Check. Et pour en parler, je vais laisser quelqu'un qui est très important pour nous, qui est Olga, le faire via une vidéo, parce qu'elle est aujourd'hui en congé maternité. Donc pourquoi est-ce que Olga, c'est une employée particulièrement importante? Parce que c'est la première employée qui n'est pas française dans la société. Et donc elle est aussi quelque part porte-drapeau de notre dimension internationale. Et c'est aussi pour ça qu'elle va s'exprimer en anglais dans la vidéo. Hi, Olga is here from eBike Labs, and I will give you a short demonstration of our product. This is the eBike Check, the application for the maintenance team for the workshop. You can see all the interventions done on the bike, of the problems and the entire bike state of health. So here, one of the feature of the control is that it automatically detects the problem and sends it to the cloud. So here we can see that there is a problem with the temperature sensor, and we have to check it. In order to check this, I will run 30 seconds e-bike diagnosis. I will click here and I will start my diagnostic. The first, it asks me to pedal for about 5 seconds. The next step, it asks me to check the brakes. I just simply have to push on the brakes. Next step, I will run the full diagnosis of the system. It asks me if this bike is lifted. It is. Just simply have to. So it's checking all the sensors and all the components of the e-bike to understand if there are any other problems. Okay. So, and basically in 30 seconds we ran remotely the diagnostic of the entire e-bike, and here we can see that there is a problem with the temperature sensor. When I click on this, the platform gives me the step-by-step repair guide of how to fix the issue. It asks me to understand where is the temperature sensor, and as soon as I localize it, it asks me if it's connected. And indeed, it is connected because just before the demo, I disconnected this. And just by following simple steps, it tells me how I can fix it. And it asks me just to plug it. And as soon as I've completed all the steps, I simply go to my interventions. I identify that the problem is solved, and the problem automatically is going to the fleet management app, where operations can see that the problem is fixed and the bike is ready to go on the street. Donc voilà comment fonctionnent nos features clés, donc sur la gestion de l'assistance avec la présentation de l'équipe, l'antivol et la gestion de la maintenance. Et donc la question... On a des belles fonctionnalités électroniques, voilà, qu'on peut manipuler depuis une tablette, un téléphone. Bon, c'est très beau tout ça, mais réellement, en fait, comment est-ce qu'on peut décrire la valeur qu'on apporte réellement plus clairement en fait, pour nos auditeurs? On va voir ça avec JR. Oui, bien sûr, en fait, notre produit procure des bénéfices mesurables et tangibles au marché, aux clients. Ça serait trop long d'entrer dans la somme de tous ces bénéfices, hein. Je vais juste prendre quelques exemples. Donc pour un opérateur de flotte, par exemple, qui met sur le marché des vélos entre 900 et pour un coût de vélo unitaire entre 900 et 1500 euros, le capteur de couple à lui tout seul représente 10% de la valeur du vélo. Donc le fait de supprimer le capteur de couple, évidemment, va immédiatement réduire son investissement en CAPEX, en capital, de 10 points. Par ailleurs, ce capteur de couple, Maël disait que c'était pour les vélos de haut de gamme, mais pour les opérateurs de flotte, c'est quelque chose de très utile parce qu'en plus de fournir une assistance meilleure que sans, sauf quand c'est nous qui faisons le sans, ça permet aussi d'économiser la batterie. Donc c'est très souvent présent dans les vélos de flotte. Donc on a par exemple ça qui vient réduire le CAPEX. Ensuite, bon, on protège contre le vol, on fait du diagnostic comme on l'a vu, et donc faciliter le diagnostic, ça diminue également les coûts. Et peut-être un aspect sur lequel on n'insiste pas assez sur notre site web, c'est le fait qu'on protège aussi l'opérateur des pannes
et on réduit le taux de panne de son matériel, évidemment sur le capteur de coupe puisqu'il n'est plus là, et c'est un composant très fragile, donc c'est normal que, enfin ça fait aussi un gros gain. Il faut le remplacer au moins une fois dans la vie du vélo, pratiquement sur tous les vélos. Et même sur les moteurs, où on réduit le taux de panne de 90%, puisqu'on élimine aussi les capteurs qui sont dans les moteurs, et ces capteurs sont la source de ces pannes. Donc au total, nous améliorons la profitabilité de l'opérateur de façon significative. En fait, on leur fournit de l'ordre de 600 € d'amélioration de la ligne du bas, donc du profit, sur leur compte de résultats par vélo. Et un vélo rapporte environ 6 000 €. Donc ça fait 10 points d'amélioration du profit, ce qui est absolument gigantesque. Il y a très peu de sociétés qui sont capables de fournir en une seule fois un tel avantage. Et pour l'opérateur, bon, bien sûr, c'est très intéressant, mais ça permet aussi éventuellement de réinvestir dans de nouveaux vélos, puisque 600 €, ça correspond à peu près à la moitié du prix d'un vélo. Donc tous les 2 ans, il peut s'acheter des vélos nouveaux et donc suivre une croissance composite qui est effectivement celle du marché, qui est de l'ordre de 23% par an. Ok, donc ça c'est le gain pour les opérateurs. Et qu'est-ce qu'il en est pour e-Bike Labs? En d'autres termes, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour nous? Alors, si on regarde le marché vraiment par le petit bout de la lorgnette, qui est celui des opérateurs de flotte, parce que ça ne représente même pas 20% en fait, du marché en nombre d'unités de vélos. Les études de marché montrent qu'en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a à peu près un marché de l'ordre de 7,5 milliards d'euros par an, rien que sur ce marché. Hein, ce n'est pas le prix des vélos, c'est juste ce que gagnent ces opérateurs de flotte. Et ça monte à 35 milliards d'euros en 2025. Et ces chiffres-là ont été calculés avant l'arrivée du Covid, et le Covid les fait encore plus exploser. Donc c'est vraiment une estimation basse. Et au-delà de ça, notre marché va largement au-delà de ça, en fait. Pour donner juste un exemple, du fait que notre contrôleur marche avec tout type de moteur, tout type de batterie, il offre la possibilité aux concepteurs de vélos et aux opérateurs qui veulent designer leur vélo, aux fabricants, de se débarrasser de la tutelle de quelques très gros acteurs du marché, comme Bafang, par exemple, un chinois, qui lui pousse une chaîne électrique totalement intégrée et va obliger le concepteur de vélo à utiliser, s'il utilise son moteur, à utiliser son contrôleur, sa batterie, etc. Et donc, on arrive à casser cet effet-là et à réintroduire de la compétition dans la chaîne, ce qui a beaucoup de valeur, largement au-delà des flottes de vélos partagées. Pour répondre à la question, donc pour réaliser notre prévisionnel qui est de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent à partir de 2023, j'insiste sur le récurrent, en fait, il nous suffit de 2 deals, enfin de 2 affaires signées en 2021. Maël mentionnait la taille de ces affaires, et on a plus que 2 en fait dans le tuyau hein, actuellement, pour atteindre ces chiffres-là. Et derrière, ce qui est vraiment très intéressant, ce qui nous distingue de la plupart des sociétés européennes, c'est qu'on a mis en place un modèle à très haute scalabilité, comme disent les anglo-saxons, je ne connais pas vraiment le terme français, mais qui en gros nous permet de croître sans coût additionnel ou avec très peu de coûts additionnels. Et en fait, en l'espace de 3 ans, on peut multiplier par 12 notre chiffre d'affaires en gardant des coûts très contenus. Au pire, on les multipliera par 3 et ça, c'est vraiment si on se lâche en termes de dépenses, il n'y aura probablement pas besoin d'aller jusque-là. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'on a un potentiel absolument énorme. Ok, merci J.A. Donc, on l'a vu, on a parmi nos atouts une équipe formidable. On a un produit qui est vraiment fort sur notre marché et en plus sur un marché en expansion. Et le troisième atout d'e-Bike Labs, c'est aussi notre notoriété. On a beau être une start-up, on a déjà une notoriété. Alors, comment elle s'est construite, cette notoriété, Maël? Alors, elle s'est construite de manière assez simple, je dirais. Le premier point, c'est simplement de la manière liée à la manière dont on se comporte et dont se comporte toute l'équipe aussi entre nous. C'est-à-dire qu'on a 3 valeurs fondamentales chez e-Bike Labs. Une valeur d'engagement, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de transformer la société, de résoudre ce problème de pollution, de transition énergétique, de garder une liberté de déplacement malgré ces contraintes de transition énergétique. Et maintenant, en plus, cette contrainte
de limiter les risques de contamination. On a aussi un vrai esprit collectif, c'est-à-dire on travaille ensemble et quand il y a un problème, on le résout ensemble. Et une troisième valeur qui est indissociable du coup de cet esprit collectif, c'est l'ouverture d'esprit, parce qu'évidemment, on est face à des challenges. On sait qu'on est aussi sur un segment de marché avec parfois des hauts et des bas. Et donc, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir avancer entre nous et avec nos partenaires. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui attire beaucoup nos partenaires aujourd'hui. Le deuxième point qui est important, évidemment, cette fois, c'est plus lié à nos déploiements clients. Donc, on a amené avec nous un petit showroom de 3 exemples de clients avec qui on a travaillé. Donc, le premier, c'est donc le premier constructeur à nous avoir fait confiance, qui est B2eBuy, donc un fabricant de vélos lyonnais qui propose des vélos aux entreprises notamment. On a un deuxième cas client sur ce vélo-là qui est avec donc notre plus gros client qui est allemand. Donc là aussi, on est fiers de nous parce qu'on sait que les Allemands sont exigeants sur la qualité. Donc ils fabriquent un système de moteur qui à l'origine était pour transformer des vélos en vélos électriques et qui maintenant ont aussi des marchés sur les flottes de vélos. Et le troisième vélo qui est ici, c'est le vélo qu'on appelle Vélis, c'est un vélo intelligent pour la santé. Et c'est un vélo, c'est un projet dont on est très fiers parce que c'est des vélos qui sont déployés dans les cures thermales. Et au-delà de la fierté qu'on a à avoir déployé ces vélos-là, c'est surtout pour nous vecteur de notoriété parce qu'en fait, c'est des vélos qui sont utilisés pour remettre en forme des patients et où en fait la valeur ajoutée du logiciel est énorme et a été prouvée par des études de santé comme étant énorme. Et donc, ça montre que le logiciel chez eBike Labs, il est là au service de l'impact. On n'est pas là pour faire du bling-bling ou pour faire des choses qui ne servent à rien. On est là pour avoir un impact, que ce soit sur la santé des gens ou dans cette liberté de se déplacer. Et donc ça nous amène c'est ces belles réalisations qui nous amènent beaucoup de notoriété sur le marché. Donc, au-delà de ces clients, il y a aussi un travail notamment auquel tu contribues beaucoup, forcément, Paola, qui est la communication. Ouais, en effet, juste une toute petite pause. On n'a pas trop bien vu les vélos au début. On essaiera de se rattraper sur le replay, que vous ayez une vision un peu plus précise des beaux vélos qu'on a amenés ici. Oui, la communication, bien sûr, c'est important. Avec Olga, qu'en fait, je remplace actuellement, puis aussi avec le reste de l'équipe. On fait évidemment tout ce qu'il faut pour être visible par nos clients potentiels. On est présent dans la presse nationale, hein, vous avez mis quelques exemples, dans la presse aussi internationale. Et surtout, on est très présent sur les salons à l'international, donc Chicago, Singapour, Londres. Bon, je sais, ça va être un peu compliqué de se déplacer à partir de maintenant, mais en tout cas, jusqu'à présent, on a bien voyagé, et en particulier toi, Maël. C'est sûr que, voilà, comme j'ai dit, dans ma responsabilité, il y a cet enjeu de comprendre du mieux possible le monde extérieur à eBike Labs, qui est évidemment assez vaste. Donc, des personnes qui m'aident beaucoup dans ce travail-là, ce sont aussi nos investisseurs qui se sont engagés avec nous il y a 3 ans et qui nous ont permis de financer le développement de ces gros atouts qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et donc, ces investisseurs, ils sont évidemment très importants. Une partie est présente aujourd'hui, donc je les salue et je les remercie aussi de s'être engagés avec nous à un moment où le boom de vélo électrique n'était pas du tout identifié comme étant de cette ampleur et le vélo électrique n'était pas encore de cette importance-là dans la société. Donc, c'est des gens aussi qui nous aident à porter la notoriété de la société. Ok, donc on l'a vu, j'espère que maintenant c'est clair pour tout le monde. On a une super équipe, on a un super produit et on a cette notoriété qu'on a construite depuis 5 ans. Donc maintenant, si on se tourne vers l'avenir, Maël, qu'est-ce qu'on peut dire sur eBike Labs? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, il va se passer beaucoup de choses. Donc déjà sur un timing moyen terme, c'est-à-dire ces 2 prochaines années, en 2021-2022, on a 3 objectifs chez eBike Labs. Le premier, c'est de renforcer en fait notre protection, la protection de notre propriété intellectuelle, pour renforcer notre valeur ajoutée protégée. Et ça, en fait, c'est important parce que notamment dans les négociations avec nos clients, parfois, ils décident de faire un développement en interne et le plus notre valeur ajoutée sera protégée par des brevets, le plus ils auront envie de travailler avec nous. Deuxième élément important, c'est lié à l'industrialisation de notre logiciel et à l'ouverture de notre hardware pour qu'il soit facilement adoptable par nos clients à grande échelle. Donc ça, c'est un deuxième élément sur lequel on travaille activement. Et voilà, tout ça fait notamment que notre grande ambition, c'est de signer un contrat qui amène à l'autofinancement de la société. Donc comme l'a dit Jean-René, on a
déjà des discussions assez avancées sur des contrats de cette ampleur-là. Et donc, on est à peu près certain que dans les 2 prochaines années, on va décrocher ce contrat. Super. Et à plus long terme, disons 2025, qu'est-ce qui va se passer pour e-Bike Labs? À quoi on va pouvoir ressembler en 2025? Alors, les ambitions de la société sont importantes. Comme l'a expliqué Jean-René aussi, on a une stratégie qui nous demande beaucoup d'investissement actuellement, mais qui va nous permettre derrière d'aller beaucoup plus vite. Donc, comme on l'a annoncé, notre objectif, c'est de fédérer la filière européenne du vélo à usage intensif qui souffre aujourd'hui de la manière dont elle est servie par la supply chain du vélo électrique, et donc les fédérer autour de notre logiciel. C'est aussi donc notre objectif, c'est de déployer notre vélo sur plus de 200 000 vélos. Et ça, en fait, c'est des millions de kilomètres qui vont être parcourus chaque année avec des vélos électriques grâce à nos solutions. Et c'est du coup des centaines, 400 kilotonnes de CO2 qui va être économisé chaque année. Donc avoir un vrai impact dans la transition énergétique. Et dernier point, en tant que start-up, évidemment, on cherche à faire du chiffre d'affaires et à être rentable. Et donc notre objectif, c'est 33 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de la moitié en bénéfices, parce que c'est ce que la typologie de produits chez e-Bike Labs permet. Très bien, et donc ça nous fait des beaux objectifs à atteindre. Pour pouvoir y arriver, forcément, e-Bike Labs va avoir besoin de grandir. Exactement, donc c'est vrai que c'est pour atteindre ces objectifs à court, moyen terme et à long terme, on a besoin d'apport en capital dans la société. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir notre capital cette année, et on le fait de 2 manières. Soit via WeSeed, où en fait tout le monde peut participer dans le sens où il est possible d'investir dès 100 euros. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Il y en a déjà à peu près plus de 500 personnes qui sont en train d'investir sur la plateforme. Et en parallèle, on a aussi des investisseurs qui investissent en direct des montants plus importants, supérieurs à 50 000 euros. Et donc voilà, donc on est en train d'élargir, on va dire, la grande famille e-Bike Labs. Et voilà, ce que je voulais rappeler, c'est que nous, depuis le début de la société, ce qui nous tient à cœur, c'est de participer à l'amélioration de notre qualité de vie sous la contrainte de la transition énergétique. Et maintenant, ce qui s'est rajouté, c'est aussi sous la contrainte de transformer notre société pour la rendre plus résistante à un type d'épidémie qui nous frappe actuellement. Et donc le vélo électrique, c'est la bonne solution. Et donc nous, on est un des catalyseurs de cette transformation. Et on espère que c'est un projet du coup qui motivera aussi de nombreux investisseurs. Bon, merci Maël, merci JR, merci toute l'équipe et surtout merci aux auditeurs. J'essaye de passer à la slide d'après, j'ai un peu de mal. On espère que cette présentation n'a pas été trop longue. On a essayé de la faire un peu dynamique pour que voilà, ce soit moins pénible. On avait évidemment, Valérie a dû vous le dire, imaginez ça en vrai. Ça aurait été plus vivant. En tout cas, on est à votre disposition pour prendre des questions. Je pense que Valérie va se faire la porte-parole. Oui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pu, écoutez, déjà, merci à vous tous d'être restés encore nombreux. Alors, j'ai une question de Maxime Lebugle. Alors, je vais la lire et éventuellement, entre-temps, j'essaierai de vous ouvrir le micro si vous voulez échanger avec Maël. Alors, comment gérez-vous les différences de hardware sur le vélo entre les flottes de vos clients? Donc ça, c'est la question. Et chaque vélo pouvant avoir différents types de capteurs, batterie, moteur, etc. Je demande comment un contrôleur e-Bike Labs gère les types de pièces différentes en tentant de rester aussi standard que possible, en particulier dans un modèle de déploiement à grande échelle. Bon, le webinaire est bien d'après. Merci du webinaire. Voilà, donc Maxime, je vais essayer de, entre-temps, vous trouver et ouvrir votre micro. Déjà, merci pour la question. Donc, je pense que c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est quelque part qui est au cœur de la valeur d'e-Bike Labs, puisqu'aujourd'hui, la manière dont sont conçus les contrôleurs pour vélo électrique, généralement, en effet, on a un logiciel qui est une espèce de boîte noire et qui va marcher que pour un type de vélo. Et la différence de la manière dont on a construit notre logiciel, c'est qu'on peut le paramétrer. Je t'interromps juste un instant. Valérie, il faudrait couper ton micro, sinon je pense que les gens n'entendent pas ce que dit Maël, on entend le clavier. Donc, je reprends la réponse à ma question. Donc, comment en fait on s'adapte à chaque hardware? Donc, nous, on a développé un logiciel embarqué qui a cette capacité-là, qui amène une flexibilité supérieure, qui fait qu'on peut implémenter plusieurs protocoles de communication,
on peut paramétrer quel type de hardware est présent. Et quand il y a un nouveau hardware, souvent ils sont tous assez similaires. Et d'un point de vue logiciel, pour un acteur logiciel comme nous, c'est assez facile de s'adapter. Et ça, en effet, c'est la clé, ce qui va permettre de libérer notamment nos clients de l'emprise des fournisseurs qui veulent vendre tout leur système complet fermé et qui leur amène un certain nombre de soucis dans les déploiements de leurs solutions. Donc, si je reviens à la question. Je peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Pour donner un exemple concret de ce que Maël disait, on est capable en moins d'une journée de calibrer pratiquement n'importe quel moteur de vélo. C'est-à-dire que le temps d'adaptation, et il n'y a aucune adaptation, on va dire, hardware à faire de notre côté pour faire ça, c'est purement logiciel. Donc on peut prendre un moteur et en moins d'une journée, en fait, c'est même beaucoup plus rapide que ça, être en mesure d'adapter le contrôleur ou les paramètres du contrôleur à cela. Et il y a un autre aspect qui joue aussi en notre faveur, c'est que effectivement, il y a plusieurs types de protocoles de communication, mais l'industrie a tendance maintenant à se standardiser autour du bus CAN, qui permet de communiquer avec d'autres organes dans le vélo. C'est un standard qui vient de l'industrie automobile et qui est adopté maintenant dans les vélos. Et les vélos de flotte, presque tous aujourd'hui, passent sur ces bus-là. Alors, avant de prendre éventuellement une prochaine question, Valérie, je voulais juste remercier les membres du comité de direction qu'on a oublié de rappeler à l'écran et qui l'ont fait spontanément. Et donc, merci à vous. Comme ça, on vous voit un peu mieux. Donc, nous avons Pierre-Louis, Colin, Cyril et Laura. Donc, Monsieur Le Bugle, voilà, si éventuellement vous vouliez d'autres précisions, en tout cas, je vous ai normalement activé votre micro. Si vous voulez surenchérir sur les réponses que vous avez eues, en tout cas, n'hésitez pas. J'ai une question de Monsieur, donc de Jacques. Jacques, alors j'ai pas votre nom en entier, désolé. Comment fait-on pour avoir un vélo électrique équipé e-Bike Labs? Alors, on vient avec notre vélo, vous avez des partenaires avec une offre globale. Oui. Alors, en fait, au départ, c'était tout à fait faisable. Vous alliez chez, par exemple, Cyclolivine, à Grenoble, un de nos clients, et vous pouviez obtenir des contrôleurs e-Bike Labs. Depuis quelques temps, on s'est réorienté très fortement sur la valeur logicielle de notre contrôleur. Et en fait, pour nous insérer dans la chaîne de valeur, on prend les vélos au moment où ils sont conçus. C'est-à-dire que pour que vraiment un opérateur de flotte ou un fabricant de vélos ou un concepteur de système pour flotte de vélos puisse tirer parti de notre contrôleur, on le prend tout au début. Et pourquoi on fait ça? Parce que si on ne le prend pas au départ, il va rajouter un capteur de couple, il va rajouter des tas de choses qui ne servent à rien. Et du coup, en fait, on viendra un peu après la bataille. Donc notre façon de travailler, ça explique aussi la rampe de lancement relativement longue que l'on a pour notre croissance de business. C'est maintenant d'attraper ces clients, ces prospects, au moment où soit ils conçoivent leur premier vélo, et pour la plupart d'entre eux, c'est souvent plutôt leur deuxième, voire leur troisième, voire le dernier cas, la 5e génération de vélos, pour lesquels ils viennent nous voir et dans lequel on va s'insérer. Donc, pour répondre à la question plus précisément, aujourd'hui, il y a toujours cette option que j'ai mentionnée au départ, hein, bien sûr, mais les vélos qui ont notre dernier capteur, notre dernier contrôleur à l'intérieur sont vraiment en cours de conception et de fabrication. Et le temps de conception d'un vélo varie entre à peu près 1 an, enfin conception jusqu'à certification, hein, mis sur le marché, varie entre à peu près 1 an pour quasiment le plus rapide, à 2 ans pour certains constructeurs qui travaillent avec nous. C'est beaucoup plus court que l'automobile, mais ça reste quand même des temps de cycle relativement longs. Donc Jacques, on a le regret de vous annoncer qu'il va falloir patienter un petit peu. Bon, écoutez, déjà, je suis contente parce qu'on a des questions qui arrivent. Donc j'ai Monsieur Jean-Luc Saladin qui nous pose la question suivante. À partir de quelle information la modélisation va-t-elle fonctionner? Qui peut répondre? Je vais répondre à cette question. Je pense que sa question de base, pourquoi on a...
l'opportunité d'innovation qu'on a identifiée chez les Bike Labs, c'est quand on s'est rendu compte que sur tous les vélos électriques, il y avait un logiciel, et qu'il y avait un logiciel en fait, dans ce qu'on appelle le contrôleur. En fait, le principe du contrôleur, à la base, c'est juste de faire tourner le moteur, pour caricaturer. Mais en fait, comme il pilote le moteur, on a accès aux informations du courant moteur à haute fréquence, c'est-à-dire 16 000 fois par seconde, on connaît le courant qui passe dans chaque fil du moteur, et c'est sur cette information-là qu'on arrive, comme on l'a expliqué dans la présentation de l'équipe, à dériver un certain nombre d'informations et donc à adapter l'assistance à ces informations qu'on dérive. Jean-Luc, en espérant que la réponse vous convienne, une question suivante de Monsieur Nicolas Berthet. Qui sont vos concurrents les plus menaçants? D'autres startups ou des leaders comme Bosch ou autres? Alors, c'est pas du tout Bosch. Les concurrents les plus... Alors, on a deux types de concurrents. Soit les fabricants de contrôleurs un petit peu haut de gamme qui sont utilisés sur le marché. Donc, je vais en citer un, c'est IC, un fabricant de contrôleurs canadien, qui a beaucoup été utilisé dans les premières générations de vélos de flotte. Mais en fait, la plupart des opérateurs de flotte ou des gens qui utilisent ces contrôleurs-là se plaignent du fait que cette société n'a pas vraiment la maîtrise de son logiciel et est incapable de les suivre en termes d'évolution et de flexibilité. Donc, ils viennent voir exactement pour ça. Donc, on a ce type de concurrents. Ensuite, je mentionnais le fait qu'on est en train de détricoter la tutelle de gens comme Bafang. Donc, Bafang, c'est un fabricant de chaînes électriques complètes, un peu comme Bosch, mais qui s'est focalisé sur, on va dire, le milieu de gamme et aussi les vélos de flotte, contrairement à Bosch qui ignore totalement le marché. Pour une bonne raison, Bosch aujourd'hui vend ses systèmes complets à peu près 600 €. C'est quasiment le prix d'un vélo. Enfin, le minimum pour un vélo de flotte, c'est de l'ordre de 900 €. Vous imaginez ce qui reste pour faire le vélo si on met du Bosch à l'intérieur. Bosch n'est absolument pas utilisé dans ce domaine-là et il n'y a aucune chance qu'il soit utilisé dans le court terme. Bafang, par contre, reste un compétiteur pour nous au sens où ils ont une grosse mainmise sur le marché. Et donc, notre but, c'est effectivement de faire exploser ça en autorisant en fait des composants divers d'entrée dans la chaîne de valeur du vélo, de façon à réduire globalement les coûts pour les fabricants de vélos et pour les opérateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis prêt à élaborer, je pourrais raconter beaucoup de choses sur le marché, donc je vais laisser la parole à la question suivante. Valérie, est-ce que tu es toujours Oui. là? Oui, j'avais pas activé mon micro, vous voyez, c'est pas bien. Je parlais toute seule. Donc, Monsieur Berthet était en train de réécrire une question ou de répondre, en tout cas, entre-temps. Une question de Monsieur Laurent Thibaudot, intéressante également. Certaines de vos solutions peuvent-elles être appliquées à d'autres modes de mobilité électrique? Comme une trottinette, par exemple? Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les vélos électriques, il y a des vélos électriques de type assez différents. Et là, on les adresse tous, c'est-à-dire vélo cargo, speed bike, vélo assistance électrique, vélo au sens suisse du terme, vélo au sens américain du terme. Et ensuite, sur tous les petits véhicules. Donc, vraiment, notre solution, elle s'adresse à ce marché-là aujourd'hui. Elle est disponible pour ces marchés-là, pour les acteurs qui sont en conception de ces véhicules-là. Pour les autres types de véhicules, aujourd'hui, notre solution n'est pas disponible. On sait que notre savoir-faire et une partie de notre solution pourrait s'appliquer à plusieurs types de véhicules, et c'est pour ça qu'on a des potentiels de croissance qui sont énormes une fois qu'on aura conquis ce segment de marché du vélo électrique à usage intensif. Il y aura beaucoup d'autres choses à faire. Mais maintenant, notre vraie force, elle est sur le vélo électrique, notamment parce que nos brevets, ils sont spécialisés sur le vélo électrique. Aujourd'hui, la suppression du capteur de couple, mesurer la pression de pédalage, évidemment, ça ne s'applique pas aux trottinettes, ça s'applique au vélo. Et c'est un élément sur lequel on a un vrai différenciateur protégé par rapport à nos concurrents. Notre brevet sur l'antivol, c'est d'arriver à faire fonctionner le blocage de roue sans batterie. Et ça aussi, sur une trottinette, ça n'a pas trop de valeur, parce qu'en fait, personne ne va utiliser une trottinette électrique sans batterie. Alors qu'un vélo électrique sans batterie, il y a aussi des gens qui volent ces vélos électriques et les utilisent comme un vélo mécanique. Donc en fait, on a vraiment spécialisé notre stratégie de différenciation protégée par des brevets, elle est sur le vélo électrique aujourd'hui.
parce qu'on pense que c'est notre meilleure chance de gagner ce marché. Et puis, bon, c'est aussi dans les valeurs, en tout cas dans la mission d'e-Bike Labs, notre objectif d'améliorer la santé des habitants et notre objectif de donner une vraie facilité de déplacement et une vraie alternative à la voiture. Alors, on sait que les vélos électriques, on est sur des types de trajets, on va dire entre 1 et 10 km, et donc on couvre 90% du besoin d'usage de mobilité. Et donc, c'est un vrai bouleversement de notre société qu'on va permettre via le vélo électrique. Évidemment, les autres modes de transport participent à cette transformation, mais voilà, donc nous, en particulier pour remplacer la voiture, on pense que le vélo électrique est plus intéressant. C'est clair. Alors, j'ai une question de D. Luigi. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou une dame. En tout cas, c'est une question qui est arrivée en cours de discussion, donc ça a peut-être été traité plus tôt, mais en tout cas, je la pose. Donc, au-delà de la flotte de vélos constructeurs, est-ce que e-Bike Labs développera une option pour les kits populaires comme ceux de Bafang, DIY marché, qui manque l'option capteur de coupe, par exemple? Donc aujourd'hui, la question, c'est... pour répondre directement à la question, aujourd'hui, je ne pense pas. C'est quelque chose sur lequel on peut rester ouvert. Donc, par exemple, notre client allemand, il travaille sur un système qui va transformer des vélos en vélos électriques. Donc, on n'est pas du tout fermé à la question. Par contre, ce qu'on voit sur le marché étant vraiment en train de mûrir. Ce qu'on voit, c'est justement que les phases de design de vélo, il commence à y avoir une vraie intégration entre la partie électrique et mécanique et logiciel, et que c'est maintenant vraiment conçu un peu, comme a dit Jean-René, c'est des phases de 1 à 2 ans avec une optimisation globale du véhicule. Et donc c'est vrai que nous, on se focalise plutôt sur ces acteurs-là qui vont avoir une vision de faire un vélo quelque part de qualité automobile qui va être capable de durer 100 000 km. Là où aujourd'hui, sur les vélos classiques, ils sont faits pour durer 10 000 km. Et donc si quelque part, si on leur met un système électrique super performant avec la partie mécanique et laisse un peu à désirer, c'est pas forcément cohérent. Donc c'est pour ça que nous, on se focalise sur des designs de vélos qui sont aussi conçus pour durer. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, on est plutôt dans une approche avec des acteurs qui designent des vélos de flotte ou des vélos de location ou des vélos de livraison, où on pense que là, il y a une vraie cohérence entre la valeur qu'on amène et la valeur qu'amène l'acteur qui fait son design mécanique. Tout à fait. Je vais juste rajouter un petit complément, puis ça va rebondir sur la question de M. Berthet précédemment aussi, en termes de compétition et pour rebondir aussi sur Bosch, par exemple. Le fait de se concentrer sur ce type de vélo et sur ce type de marché pour nous a un énorme avantage, on va dire, au sens stratégique du terme, puisque on se concentre sur quelque chose de très difficile, en fait. On doit faire des vélos les moins chers possibles et les plus durables possibles. Les vélos de flotte, ils sont soumis à des vicissitudes qui n'ont rien à voir avec un vélo personnel. Il y a des dizaines de personnes qui les utilisent chaque jour pour un grand nombre de kilomètres, contrairement à un vélo, on va dire, de tourisme qui va servir de temps en temps le week-end ou un vélo même personnel qui va ne faire qu'un seul aller-retour par jour. Donc, on a pris le marché qui est le plus demandeur de qualité, de durabilité et en même temps qui demande des prix hyper bas. L'avantage d'être présent sur ce marché, de réussir sur ce marché, c'est que le jour où on est validé sur quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vélos, on a dans les mains de l'or en barre parce que quelqu'un comme Bosch, par exemple, qui s'est focalisé uniquement sur le haut de gamme et qui a vécu grassement en vendant ses systèmes à 600 €, n'aura absolument aucune chance de pouvoir faire rapidement l'équivalent. Et c'est la vieille histoire de Clayton Christensen, de la disruption par le bas, et qui fait que toute l'industrie s'est toujours révolutionnée par le bas. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire ici avec e-Bike Labs. Alors, là, j'ai deux questions qui suivent, donc de Raphaël B. Un particulier qui achèterait un vélo électrique a moyen de savoir si le vélo qui est monté dispose de notre solution et si c'est le cas, est-ce qu'on en impose un logo sur les vélos conçus par nos partenaires? On n'est pas encore en mesure d'imposer du e-Bike Lab Inside comme Microsoft le faisait avec Windows Inside, mais c'est bien l'idée, hein. Donc, il nous faut quand même un peu de volume avant qu'on puisse faire ça, mais c'est une excellente idée et on a ça en tête, effectivement.
Voilà, c'est pas une question, mais monsieur ou madame Luigi qui nous remercie pour les clarifications donc, liées à sa question tout à l'heure. Voilà, que c'était cohérent et intéressant. Donna Pierre, voilà, donc c'est Luigi votre prénom. Voilà. Désolée. Ah oui, une question de Alexis. Alexis Mifsud. Envisagez-vous d'augmenter logiciellement l'autonomie du vélo au-delà de l'utilisation des informations de couple qui l'augmentent déjà? Ah, c'est assez technique. Si je peux retraduire, est-ce que nos systèmes électroniques permettent d'optimiser l'utilisation de la batterie? Je crois que c'est ça la question. Hein. Au-delà du capteur de couple. Tu es en première ligne là-dessus. Donc on a en effet plusieurs pistes pour améliorer. Voilà. Cette notion de consommation au kilomètre, elle est hyper importante pour deux raisons, on va dire. Une raison, quand on dimensionne une batterie, comme c'est le composant le plus coûteux du vélo, et donc si on a un système qui est optimisé, on va pouvoir avoir une batterie plus petite et donc optimiser la valeur du vélo. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est en opération. Donc pour une partie de nos clients, plus le vélo est capable de faire 2 km sans recharge, plus il va délivrer de la valeur, parce que recharger un vélo, ça va coûter en termes d'opération autour des 5 €. Et donc, si on est capable de vendre, par exemple, 10 trajets à 5 €, voire 20 trajets à 5 €, de faire gagner 100 € en échange d'un coût de seulement 5 €, ben, ça devient hyper rentable. Donc, pour l'instant, nous, on est très focalisé sur le capteur de couple, parce que, comme on l'a expliqué au début, donc, la petite histoire avec l'équipe, c'est que c'est un impact qui est assez transverse, notamment ça va vraiment nous aider dans notre vente et dans nos perspectives de rentabilité, au-delà, on va dire, du côté séduisant techniquement. Et derrière, donc voilà, c'est des choses à voir pour notre roadmap futur. Quelles seront les futures améliorations pour continuer à améliorer notre solution, parce qu'on sait qu'il y a de la réserve en termes d'innovation de par notre plateforme qui nous permet en fait de continuer à développer des améliorations. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de souligner un avantage concurrentiel assez important, c'est d'avoir développé un logiciel qui amène une flexibilité au niveau des développements d'un contrôleur. On est peut-être les seuls dans le monde à l'avoir fait. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est capable d'aller assez vite par rapport à des problèmes qu'on identifie pour trouver des solutions et qui, je pense, nous amène aussi un avantage concurrentiel sur le long terme. Juste pour aussi rajouter un point, donc en termes de, en fait, notre contrôleur permet aussi de gérer la régénération de courant, donc ce qui améliore la durée de vie de la batterie au sens dans l'usage. Hein. Et au-delà de ça, on a pas mal d'idées effectivement, plutôt en recherche et développement, mais des idées assez précises quand même, qui visent à optimiser, par exemple, à pouvoir optimiser la durée de vie de la batterie, cette fois-ci au cours de sa vie totale, via en fait comment dire, une protection de la batterie en termes d'usage pour éviter qu'elle fonctionne dans des plages où elle a tendance à s'user plus rapidement. Donc on a du R&D sur ces sujets-là. C'est pas encore dans les produits, mais ça fait clairement partie des pistes que l'on poursuit pour continuellement améliorer ce que fait notre contrôleur. Alors, je n'ai pas reçu de mon côté de questions, peut-être qu'au niveau de l'équipe, parce que je sais que nos participants n'hésitent pas à nous envoyer des questions en dehors de la discussion publique. En tout cas, oui, j'ai Monsieur Thibaudot qui est en train d'écrire. En tout cas, je tiens à vous dire merci de votre présence. Nous sommes 41 à suivre ce webinaire. Je n'ai pas loupé de questions, je regarde parce que des fois ça peut arriver, non? Ok. Ah, il y en a une autre qui. Ah, ça y est. C'est pas une question, mais c'est un encouragement. Bravo pour ce webinaire dynamique et très informatif. Ah, merci Laurent. Nous apprécions ce commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller noter vos petits commentaires sympas, comme ça fait toujours plaisir. Ça donne le sourire et c'est très, très motivant. Pour la petite histoire, donc on a eu un peu du mal à lancer le webinaire, on a des éléments techniques un peu compliqués à gérer, qui sont notamment la conséquence de bouchons assez importants à Grenoble. Donc voilà, typiquement, on est dans
on sent bien le besoin, le pain qu'il y a à résoudre. Et donc, il y a un peu de mal à se on s'en excuse, mais c'est... La prochaine fois, on demandera à Bruno, qui est avec nous ce soir et qui s'occupe un peu de la technique, de circuler à vélo plutôt qu'en voiture. Oui, donc nous avons un petit commentaire en train d'être écrit aussi. Paola l'avait dit tout à l'heure, je l'avais dit aussi entre deux, mais en tout cas, voilà, ce webinaire est filmé, enregistré, donc ce qui fait qu'on vous permettra de revisualiser toutes les interventions de chaque personne de l'équipe, et comme ça, vous pourrez le revoir tranquillement. Et puis surtout, toutes les personnes qui s'étaient inscrites et qui malheureusement ont pu nous rejoindre, voilà, après les aléas, ils sont peut-être dans les bouchons aussi, donc on prévoit de leur envoyer aussi la vidéo. Okay. Et moi, j'en profite aussi, Valérie, pour on ne les voit pas à l'écran, mais tout le reste de l'équipe est encore présente. Donc, si on a à peu près terminé, si ça vous va, même quitte à ce qu'on ait d'autres questions, mais je vous propose de revenir à l'écran pour figurer aussi à la fin de ce webinaire et de la future vidéo. Oui, et puis du coup, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe, parce que pour nous, c'est important, évidemment, de communiquer sur la société en ce moment, dans la phase qu'on est en train de franchir, on va dire, les futurs jalons. Et voilà, je trouve que toute l'équipe a fait un excellent travail. Et donc, ce que vous avez vu, ce travail de coordination que vous avez vu en termes de communication, il y a ce même travail en interne, invisible tous les jours, et je dirais même d'une qualité encore plus importante en interne. Donc, c'est des choses que vous ne voyez pas, mais il y a vraiment, on va dire, une très belle équipe à l'œuvre. Et donc, moi, ça me donne confiance pour la suite. Et, donc, merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre écoute. Oui, à moins que Valérie, tu aies une dernière question. Eh bien, alors, j'attends le message de Luigi. Sinon, entre-temps, j'ai eu des petits messages perso tout au long de la présentation, des petites questions sur notre... si on faisait des vélos, voilà, enfin, j'avais transmis la question entre deux. Et puis, si, j'avais eu des compliments comme quoi que c'était clair, que les exposés étaient clairs et que ça fonctionnait très bien. Voilà, merci Pierre, apparemment il est parti. Voilà, ça fait toujours plaisir. Quand c'est positif, on partage. Voilà. Il y a une toute dernière question de Lucie, oui, qui est sur l'aspect protection de vol, si les vélos peuvent agir en mode mesh dans le cadre de flotte de vélos. Donc ça montre quelqu'un qui connaît un peu les systèmes de communication. Oui, c'est quoi le mode mesh? Le mode mesh, ça veut dire que chaque vélo sert de relais à d'autres vélos pour communiquer et pour faire face, par exemple, à une panne de réseau téléphonique. Alors nous, en fait, on n'est pas dans la partie IoT, donc dans la partie communication, on n'est vraiment que dans la partie contrôleur. Donc ces aspects de communication, en fait, sont gérés par des partenaires à nous. Et le plus souvent, en fait, dans les vélos de flotte, c'est l'opérateur de flotte lui-même qui conçoit son système de communication. Historiquement, ils ont pratiquement tous conçu leur système de communication. Et donc, ça serait plutôt à eux qu'il faudrait poser la question. Les réseaux mesh, c'est assez populaire. Il existe même des applications sur les téléphones qui permettent de faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas encore complètement au point. Ça a aussi quelques problèmes. Voilà. Donc, le mot de la fin... à Maëlle. On a déjà bien remercié tout le monde. Je remercie encore. Je vais remercier encore une fois tout le monde et puis simplement revenir sur des éléments un peu plus de base, mais qui sont évidemment très importants. C'est qu'encore une fois, on travaille, on essaie de travailler à améliorer notre qualité de vie via le développement du vélo électrique. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental dans l'évolution de notre société, que ce soit pour les raisons de transition énergétique et que ce soit pour les raisons de contraintes sanitaires. Donc nous on est à fond et donc j'espère que vous aurez aussi envie de nous rejoindre et de contribuer au projet, donc notamment par exemple via la plateforme WeSeed qui vous permet d'investir. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi les poser sur WeSeed, on sera très content d'y répondre. Et nous suivre sur bien sûr LinkedIn également. On a normalement toutes les infos qui passent par notre page corporate e-bike labs. N'hésitez pas à aller la chercher.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.